Salut les amis, dans cette vidéo je vais analyser l'action Booking, donc on va d'abord voir si l'entreprise est de qualité ou non, et ensuite je ferai le calcul de la valeur intrinsèque, c'est-à-dire le prix auquel je suis prêt à acheter l'action pour battre le S&P 500. C'est parti. Alors j'imagine que tout le monde connaît Booking.com, mais au cas où, c'est ce site qui permet de réserver des hôtels. Et je me suis intéressé à cette action parce qu'avant j'étais team Airbnb et je pensais que Booking c'était un truc un peu vieux et nul. Mais depuis mon dernier voyage, je suis passé 100% dans la team hôtel et dans la team Booking, principalement parce que dans les Airbnb, je trouve qu'il n'y a pas de plancher de qualité. C'est-à-dire qu'on peut facilement payer cher et se retrouver avec une literie qui est vraiment honteuse, donc moi de la super fin, et aussi des trucs qui sont cassés, etc. Alors qu'en hôtel, ça c'est des choses qui, j'ai l'impression, n'arrivent pas ou beaucoup moins. Et même dans un hôtel 3 étoiles, on a toujours une literie, enfin un matelas épais et literie en général en satin. Donc principalement cette raison-là, et aussi le programme de fidélité de Booking, je trouve hyper avantageux. Donc je crois qu'après une seule réservation, tu passes déjà niveau 1, ça te fait déjà 10% de réduction sur pas mal d'hôtels. Et si j'en refais seulement 3 avant le 6 février 2025, donc ce qui est pas tant que ça passe à 15%, plus des petits déj gratuits dans davantage d'hôtels, et aussi des upgrades de chambres dans pas mal d'hôtels. Donc je trouve le programme de fidélité hyper avantageux. Et aussi l'expérience du site est super bonne. Donc voilà, c'est principalement pour ces trois raisons que je m'y suis intéressé. Et Peter Lynch dit qu'en tant qu'investisseur particulier, c'est intéressant de regarder au niveau des services et produits qu'on utilise dans notre vie. Donc c'est ce que j'ai fait et maintenant on va analyser la qualité de l'entreprise. Et c'est hyper important de commencer par regarder si l'entreprise est de qualité, parce que certains font l'erreur de regarder uniquement la valorisation. Ils trouvent des boîtes qui paraissent pas chères, ils pensent que c'est une opportunité, ils l'achètent. Mais si l'entreprise est de mauvaise qualité, en général, ça tourne mal et ça peut être des boîtes qui vont à zéro. Donc c'est une étape super importante. Donc on va passer sur mes 7 critères de qualité. D'abord, on veut que l'entreprise ait de la croissance. Donc sur les 5 dernières années, l'entreprise a pris 4,4 milliards, ce qui fait en moyenne 16% sur les 5 dernières années. Donc moi, je veux minimum 10%, donc c'est bon. On veut aussi qu'il y ait une croissance des bénéfices qui aille avec, donc là c'est très bien aussi. Croissance du free cash flow également. Ensuite, je regarde l'évolution du nombre d'actions sur les 5 dernières années, et je veux que ce nombre soit inférieur à zéro, donc que le nombre d'actions soit en baisse. Parce qu'il faut savoir que quand une entreprise a besoin d'argent, parfois elle va émettre des nouvelles actions, enfin elle va en vendre, ce qui va diluer les actionnaires. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple, j'ai n'importe quoi, 1% de la boîte émet des nouvelles actions, et bien à ce moment-là, vous possédez plus 1, vous possédez peut-être 0,9%, et ainsi de suite. Donc vous vous faites diluer, la part de la boîte que vous possédez diminue lorsqu'une entreprise émet des nouvelles actions. Et à l'inverse, l'entreprise, lorsqu'elle a du free cash flow, je rappelle, le free cash flow, c'est donc le revenu, donc le total des ventes, moins toutes les dépenses que fait l'entreprise, à la fin il reste le free cash flow. C'est l'argent qu'elle peut utiliser soit pour réinvestir sur elle-même, soit pour rembourser sa dette, soit pour verser des dividendes, soit pour acheter d'autres boîtes, et aussi pour racheter ses propres actions. Et quand elle rachète ses propres actions, donc le nombre d'actions diminue. Et là, à l'inverse de tout à l'heure, si vous aviez 1% de la boîte et que la boîte rachète ses propres actions, alors votre part de l'entreprise va augmenter toute seule. Vous allez passer à 1,1, 1,2, etc. C'est par exemple ce que Warren Buffett apprécie dans Apple. C'est pour ça que c'est sa position numéro 1. C'est parce que Apple rachète massivement ses actions. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention avec les rachats d'actions, c'est le prix auquel ces rachats d'actions ont été faits. Puisque si une entreprise rachète ses propres actions trop chères, c'est exactement comme pour un particulier. Quand on achète une boîte qui est surévaluée, on va avoir un mauvais retour sur investissement, une mauvaise performance sur cet investissement-là. Mais ça reste mieux que d'avoir un nombre d'actions qui est supérieur à zéro. Et on pourra voir tout à l'heure au niveau de la valorisation ce que ça donne. Ensuite, je regarde le ROE, donc le Return on Equity. Je regarde le ROE moyen des 5 dernières années pour éviter toute anomalie. Pour rappel, le ROE, c'est le retour sur investissement de l'argent investi par les actionnaires et sur les bénéfices réinvestis. Tout simplement, si l'entreprise génère 100 euros de bénéfices et qu'elle a 50% en l'occurrence de ROE, ces 100 euros réinvestis auront généré 50 euros de plus, donc on aura cette fois-ci 150 euros. Et si l'entreprise arrive à comme ça garder un ROE élevé, l'année suivante ça va être 50%, non pas de 100 mais de 150, ce qui fait 75, donc on aura 225, et ensuite 50% de 225, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on obtient des courbes exponentielles. Donc le ROE c'est vraiment le plus important pour avoir des belles performances en bourse. Donc je veux qu'il soit au-dessus de 15%, en l'occurrence il est de 51%, ce qui est extrêmement élevé. Et quand on a un ROE comme ça extrêmement élevé, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas obtenu via de la dette.
puisque comme je viens de le dire, le ROE, c'est le retour sur investissement de l'argent investi via les actionnaires ou les bénéfices réinvestis. C'est pas le retour sur investissement de la dette investie. On peut emprunter de l'argent pour l'investir. Si l'entreprise emprunte énormément d'argent et le réinvestit bien, le résultat du ROE va être hyper élevé, puisque le ROE, c'est bénéfice divisé par le montant investi par les actionnaires. Donc il faut vérifier si l'entreprise n'a pas trop de dettes, et en l'occurrence, ça va, puisqu'elle pourrait rembourser toutes ses dettes long terme avec le free cash flow moyen des 5 dernières années. Et on peut aussi aller vérifier le ROIC qui lui prend en compte la dette. Le ROIC, c'est le retour sur investissement de tout l'argent investi dans l'entreprise, que ce soit de l'equity, donc de l'argent des actionnaires, ou bien de la dette. En l'occurrence, il est aussi très bon, on est à 29-24%. 2020-2021, vu que c'est une entreprise d'hôtellerie, c'était une anomalie due au Covid. Mais avant, on était à 25-28, donc c'est très élevé. Voilà, donc l'entreprise n'est pas trop endettée, donc on n'a pas de danger au niveau de la balance sheet. Et mon dernier critère de qualité, c'est les marges. Et Booking a d'excellents niveaux de marge. Moi, je veux une marge nette qui soit d'au moins 10%, en l'occurrence, elle est de quasiment 30%. Là, il y a eu une baisse suite au Covid, mais c'est en train de remonter, ils sont à 22, ce qui est très bien. Et ils vont peut-être revenir au niveau d'avant, donc plutôt vers les 28%. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils ont une grosse margin de 100%. La grosse margin, c'est ce qui reste une fois qu'on a enlevé du revenu le coût de création des produits. Et apparemment, Booking n'en a pas depuis plusieurs années, puisque Booking, voilà, c'est une plateforme qui est mature, et après, c'est juste de la mise en relation entre des voyageurs et des hôtels. Donc les marges sont 100% validées, donc l'entreprise est d'excellente qualité. Maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on sache à quel prix ça peut être intéressant de l'avoir en portefeuille. Parce que le fait qu'elle soit de bonne qualité, ça justifie de la mettre dans sa watchlist, mais pour la mettre vraiment dans son portefeuille, il faut l'acheter à un bon prix. Donc pour estimer le prix auquel j'achèterai l'action, il faut qu'on estime 3 choses. D'abord, on va estimer quelle va être la croissance de l'entreprise en moyenne chaque année sur les 10 prochaines années. Donc on voit que l'année dernière, elle a eu 56%, mais c'est une anomalie puisqu'elle était repartie de très bas avec le Covid. Mais la moyenne sur les 5 dernières années est de 16, sur les 10 dernières années de 17. Je suis allé voir les estimations des analystes et je pense que 10% c'est à la fois assez conservateur pour avoir une marge de sécurité, mais en même temps pas ridicule. Et c'est important de toujours avoir des estimations un petit peu pessimistes pour justement avoir cette fameuse marge de sécurité qui va nous permettre de nous sécuriser si jamais on a fait une erreur d'analyse, ou alors même si on n'a pas fait d'erreur d'analyse, mais que la réalité se déroule pas de la manière qu'on a prévu, puisqu'on ne peut pas prévoir le futur avec une certitude totale. Ensuite, on doit estimer le multiple de valorisation qu'aura la boîte dans 10 ans. Donc pour ça, j'utilise le price sur free cash flow. Donc c'est un multiple qui est semblable au price earnings ratio ou PER, sauf qu'au lieu d'utiliser les bénéfices, j'utilise le free cash flow, mais c'est en général assez proche. Et là, je vais mettre 15. Donc ça veut dire que je prévois que dans 10 ans, la boîte sera valorisée 15 fois son free cash flow. Donc si jamais elle fait, je sais pas, 10 milliards de free cash flow, et bah son market cap, sa capitalisation boursière sera de 150 milliards. Et ensuite, on doit estimer la marge du free cash flow, c'est-à-dire quel pourcentage du revenu représentera le free cash flow. Donc là, ce serait intéressant d'aller se plonger dans les détails du rapport annuel pour comprendre pourquoi le dernier est si élevé. Parce que si on regarde auparavant, c'est un peu plus bas. Tout à l'heure, on a vu la net margin, qui est en général assez proche de la free cash flow margin, qui était plutôt en dessous des 30. Donc pour prendre une petite marge de sécurité, je vais me mettre à 25, ce qui est déjà une très belle marge de free cash flow. Donc le prix actuel de l'action au moment où je fais cette vidéo est de 2939 $. Donc si ces estimations se révèlent vraies, alors pour avoir une performance égale à celle d'un ETF S&P 500, il faudrait acheter l'action à 2738 $. Mais si on fait nos propres analyses, le but c'est de faire mieux qu'un ETF, donc je regarde plutôt vers les au moins 12-13%. Et donc on voit que l'entreprise serait intéressante à acheter plutôt vers les 2100-2200 $. Ce qui est pas si loin du prix actuel, et je suis assez étonné qu'une entreprise qui a l'air d'aussi bonne qualité soit pas si chère, puisque le prix actuel, en admettant que ces estimations se révèlent être vraies, il donnerait une performance de 9% par an, donc ce qui est plutôt correct. On va aller voir au niveau du cours ce que ça donne. Donc aujourd'hui, l'action est sur un ATH, mais on voit que récemment, donc jusqu'à janvier 2023, il y avait opportunité, je pense, de l'acheter à des prix intéressants, surtout en septembre 2022. Ouais, on a eu plusieurs mois où ça pouvait être intéressant de l'acheter, là entre juin 2022 et janvier 2023. Et il y a aussi eu la période du Covid. Donc là, en ce moment, le marché est assez euphorique. J'espère que ça va se calmer. J'aimerais bien qu'il y ait des petites turbulences
Parce que là, si l'entreprise revenait sur des niveaux autour des 2000, je pense que j'ouvrirais une position. Mais il faut quand même que je fasse des recherches plus approfondies, donc je vais lire les rapports annuels et les earnings calls pour bien tout vérifier. Et quand j'aurai fait tout ça, je ferai une vidéo avec une analyse plus poussée, je pense. Voilà, et si vous voulez calculer la valeur intrinsèque d'une action comme on vient de le faire, je vous ai fait un Google Sheet que vous pouvez télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Ce ne sera pas exactement celui-là, puisque celui-là est relié à une source de données, mais ça vous permettra de faire la même chose. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!